Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Présentation. Comment modéliser la complexité urbaine? D'abord en prendre la mesure, c'est-à-dire déconstruire la mosaïque, ces éléments considérés à la fois comme objets mathématiques, éléments naturels et créations humaines. Pourquoi cette présence des mêmes figures dans des contextes aussi différents que la France, la Chine et bien d'autres? Ensuite choisir, dans l'abondance des données, ce qui paraît le plus durable dans l'évolution urbaine, le réseau des rues réduit à leur configuration géométrique et position spatiale, sans plus aucune caractéristique. Et déjà les résultats sont prometteurs, tant pour reconstituer la morphogenèse que pour révéler le rôle des voies en termes d'histoire, de structure urbaine ou de centralité. Cette recherche mobilise une équipe largement interdisciplinaire, mais le travail en commun atténue les barrières disciplinaires. En perspective, un outil d'analyse des projets urbains, permettant d'en évaluer les conséquences en termes d'urbanisme, mais aussi de développement durable. Cet ouvrage fait le point sur un premier état d'avancement des travaux de l'équipe Morphocity. Suivi évolutif sur http://www.morphocity.fr. Remerciements. Merci à Thomas Courtat, Maurizio Gribaudy et quelques autres qui, dans leurs domaines respectifs, m'ont permis de comprendre ce qui différencie mon approche de chacune des leurs. Première partie. Clément Noël Douady. Déconstruire la mosaïque urbaine. I1 éléments et structures élémentaires. I2 interférences dynamiques, tension et résolution. ESA. Cette étude a reçu le label de la Maison des sciences de l'homme Paris Nord. I1 éléments et structures élémentaires. Contexte planétaire. Dimension 0, point. Dimension 1, ligne. Dimension 2, surface. Dimension 3, hauteur. Dimension 4, le temps. Échelle du territoire pris en compte. Contexte planétaire. Introduction, de l'organisation de l'espace à sa modélisation. La présente approche s'inscrit en marge d'un programme de recherche interdisciplinaire, en vue de la modélisation du développement des réseaux de voirie. Il s'agit de rechercher, dans l'évidente complexité de la structure urbaine, et au-delà des différences historiques, géographiques et culturelles, s'il existe quelques lois simples régissant le tracé des voies urbaines et rurales et son évolution. L'option retenue a été l'étude du réseau de voirie dans sa seule dimension filaire, c'est-à-dire sans préciser sa largeur, son trafic ou autres caractéristiques. Ce choix drastique est justifié par la relative pérennité de la voirie, par rapport aux bâtiments, fonctions urbaines et autres variables, et par les capacités d'analyse que permet la théorie des graphes. Les premiers essais mathématiques de modélisation d'un réseau de voirie urbaine sont prometteurs, mais semblent, aux yeux de l'urbaniste, encore trop réducteurs par rapport à la diversité des structures rencontrées dans la réalité. C'est pourquoi il est proposé ici un recensement, évidemment succinct et certainement incomplet, des structures et des formes suffisamment fréquentes pour qu'on puisse légitimement demander à la modélisation mathématique dans quelle mesure elle pourrait en rendre compte, et sinon pourquoi. Structures multiples en interaction. Les simulations mathématiques de la croissance urbaine expriment le plus souvent un principe directeur déterminant, forme géométrique simple de la ville dite régulière, ou croissance en périphérie, ou développement cohérent du réseau de voirie par exemple. L'examen d'un plan de ville par un œil exercé conduit au contraire à en décoder la complexité par l'imbrication de diverses structures, d'ordre historique, mais aussi géographique, social ou de gouvernance. Il s'agit donc ici de recenser ces diverses structures vières et d'explorer leurs interactions sur le terrain. À chaque niveau, ces éléments d'ordre général, voire théorique, seront illustrés en référence à des cas urbains réels, la dynamique d'ensemble apparaissant dans la reconstitution du développement historique de quelques exemples caractéristiques. Un langage simple, évitant les expressions spécifiques aux spécialistes de l'urbanisme, de la géomatique ou de la physique, a semblé adapté à cette recherche de lois générales, limitée à l'évocation de situations suffisamment représentatives pour apparaître de manière récurrente dans diverses situations de terrain.
Certains cas particuliers pourront cependant être évoqués dans la mesure où ils ont semblé révélateurs de mécanismes significatifs. La présentation des formes urbaines est le plus souvent accompagnée d'une explication par le contexte socio-économique de leur création, et l'idée même d'une modélisation est contestée par certains au nom d'une irréductible créativité des intervenants, et notamment des grands décideurs et de leurs opérateurs. Cependant, les mêmes formes urbaines font ainsi l'objet d'explications contradictoires. Pour en avoir le cœur net, voyons ce qu'il en est dans cet autre pôle de l'expérience humaine qu'est la Chine, selon l'expression d'André Malraux. Dans ce contexte extra-cartésien marqué par une différence radicale dans la formation des caractères d'écriture, la notion même de mot, mais aussi celle de patrimoine, immatériel et non matériel, ou même de temps, cyclique plutôt que linéaire, on est au contraire frappé par la similitude des formes urbaines et particulièrement dans les réseaux de voirie. Si les motivations et les conditions d'intervention des intervenants sont en effet différentes, et les formes résultantes si semblables, c'est donc que les outils qu'ils mettent en œuvre, et notamment le développement d'un réseau de voies à la surface d'une écorce terrestre inextensible, sont contraints par des règles d'ordre physique, géométrique, en d'autres termes mathématiques. Les marches. À la différence de la géographie et de l'analyse urbaine, qui prennent donc volontiers en compte le contexte socio-économique et culturel, et privilégier ici la nature proprement spatiale de chaque élément du réseau, en partant de sa dimension au sens géométrique du terme, dimension 0, le point, dimension 1, la ligne, dimension 2, extension dans le plan, dimension 3, l'espace, sans oublier la dimension temporelle qui peut interférer avec chacune des précédentes, ni l'échelle des interventions. Une fonction spatiale et sa dynamique seront recherchées pour chaque élément, avec exploration des structures qui en résultent, et le cas échéant leur expression en Chine pour en vérifier la généralité. Vient ensuite l'examen des interférences entre ces différentes structures, et de la manière dont les tensions se résolvent dans la réalité urbaine selon une nécessaire cohérence spatiale. Cette approche d'esprit quasi-mathématique, ou plutôt pré-mathématique, vise à faciliter la modélisation des mécanismes observés, sans avoir à rendre compte de la possible contradiction avec l'action des acteurs humains, du grand décideur au simple citoyen, supposé irréductible à une logique mathématique. À vrai dire, il ne s'agit pas ici d'étudier la ville dans sa réalité, même réduite à sa dimension spatiale, mais seulement sa représentation plane, limitée au réseau des voies, elle-même limitée à leur représentation filaire telle qu'elle pourra être analysée par la théorie des graphes. Cette étude implique néanmoins quelques précautions, et notamment une projection respectant les proportions des éléments. Dans toute la mesure du possible sera respectée l'orientation, les directions cardinales pouvant jouer un rôle dans l'organisation des voies, avec prise en compte du contexte oro-hydrographique en termes de géographie physique, relief et cours d'eau influant sur le tracé des voies. Ce n'est qu'accessoirement que sera évoqué le contexte socio-économique et de gouvernance éclairant la création ou l'évolution des formes urbaines étudiées. Pour vérifier la généralité des mécanismes repérés à partir essentiellement du cas de villes françaises, sera recherché l'équivalent dans quelques villes de Chine, le plus souvent ou d'ailleurs, aussi bien en termes d'éléments de base, de fonctions spatiales et de structures urbaines, que de résolution des tensions résultant des interférences entre structures discordantes. Cependant, il convient de préciser tout d'abord le contexte général dans lequel se situe le tracé des voies, dans tous les points du globe. Contexte. Une sphère terrestre orientée. Même si on s'intéresse principalement à la représentation plane de la voirie, celle-ci ne peut résulter que d'une projection de la surface de la sphère terrestre sur une surface développable. À l'échelle d'une ville, la différence n'est guère sensible, les distorsions étant minimes par rapport au relief local. En revanche, à l'échelle d'un territoire, la fidélité géométrique ne peut être approchée que par un géoréférencement approprié. Notons aussi que la croûte terrestre n'est pas extensible, contrairement au milieu souple dans lequel se développent d'autres types de réseaux, les feuilles par exemple. Par ailleurs, la rotation de la Terre sur elle-même, ou pour les anciens du ciel autour de la Terre, s'opère autour d'un axe nord-sud, assimilé de longue date à un gond de porte. En latin cardo, d'où le terme d'orientation cardinale désignant les directions nord-sud et par extension est-ouest. La surface terrestre n'est donc pas isotrope, mais dotée de qualités différentes selon les orientations,
notamment en ce qui concerne l'ensoleillement, mais aussi les vents, orientés vers l'est dans l'hémisphère nord selon la force de Coriolis. Cette influence est déterminante pour les villes romaines, dont les axes principaux Cardo et Decumanus sont respectivement plus ou moins nord-sud et est-ouest, et pour certaines centuriations, mais aussi pour la structure urbaine et rurale dans les plaines chinoises. Hydrographie et relief. La création de voies ne concerne que les parties terrestres, qui couvrent moins de 30% de la surface du globe. Ces surfaces terrestres sont rarement plates, les reliefs résultant de mouvements sédimentaires et tectoniques, puis de l'érosion et alluvions. Les formes qui en résultent, notamment les vallées et plateaux, mais aussi les cours d'eau, conditionnent largement l'organisation des territoires et les tracés de la voirie rurale et urbaine. Quelques particularités de la géométrie et de la physique. Le cercle est la forme offrant la plus grande surface pour le plus petit contour, ce qui peut expliquer le choix d'une forme circulaire ou patatoïde, pour certaines enceintes, même si l'espace intérieur en est souvent quadrillé. À l'inverse, le rectangle permet le pavage du plan avec des éléments dont les angles sont égaux, et qui peuvent s'adapter aux lignes de plus grande pente et aux courbes de niveau, elles-mêmes perpendiculaires. Le fait que le labour, dans ses allers-retours, boustrophédon, privilégie les courbes de niveau, alors que l'évacuation des eaux se fait dans le sens de la pente, joue sans doute un rôle dans la prégnance du quadrillage agraire à travers le monde. En revanche, l'élevage peut se développer selon un parcellaire polygonal, et le quadrillage rural lui-même peut se trouver singulièrement déformé pour s'adapter à un relief tourmenté. La vue se propage en ligne droite, ce qui permet aux voies rectilignes d'offrir une vue lointaine, sous réserve du profil en long, et une mise en valeur des monuments. À l'inverse, les rues courbes mettent en évidence le front concave, et le paysage au-delà. En profil, une disposition concave du paysage permet une vision lointaine depuis les sites d'oppidum, lignes de crête et points hauts de la voirie. L'attraction universelle règle la rotation de la Terre autour du Soleil, et donc les saisons. Elle crée aussi la pesanteur, d'où la position debout des hommes, mais aussi l'érosion et la difficulté à gravir les pentes dès lors que celles-ci deviennent abruptes, donnant l'avantage aux plaines et plateaux par rapport aux coteaux. Plus généralement, l'impact de la dimension mathématique du cadre physique dans lequel se développent les activités humaines se manifeste par exemple dans le rapport irrationnel entre le rythme de rotation de la Terre sur elle-même, de la Lune autour de la Terre et de l'ensemble autour du Soleil, d'où le problème d'ajustement auquel se heurtent tous les calendriers. Grégorien, année bissextile, révolutionnaire, sans-culottide, musulman, date du Ramadan, chinois classique, mois lunaire intercalaire. Autre exemple, la hauteur du son émis par une corde varie selon sa longueur de telle manière qu'il est tentant de diviser l'octave en 12 parties, dont 12 quintes valent presque 7 octaves, mais à un comma près, d'où à la fois les gammes diatoniques, chromatiques, pentatoniques, etc. Et les solutions successives apportées à cette question dite du tempérament, qui à travers le monde interpelle la musique depuis l'Antiquité. C'est ainsi que les mathématiques régissent l'univers dans lequel se déploie le génie humain. Technique et gouvernance. À la surface de l'espace planétaire ainsi structuré, l'homme circule et s'installe. Les techniques successives qu'il développe, maîtrise des animaux, charrues, roues, armes, murs, moteurs, avions, informatique, etc., influent sur les modes d'organisation des territoires. Sans rentrer dans le détail des facteurs sociopolitiques, notons que l'échelle et le mode d'organisation des groupes humains sont eux aussi déterminants, notamment pour expliquer la différence entre villes régulières, tracés organiques et quartiers dits informels. Approche retenue. Devant la complexité de ces données naturelles et humaines et leur interdépendance, et pour en éviter tout a priori, l'approche retenue reprend de manière factuelle les dimensions constitutives de la géométrie, points, lignes, surface et espace, ainsi que le temps, mais aussi l'échelle, pour repérer les éléments et les structures qui en résultent, d'abord selon leur cohérence, puis dans leur contradiction et la manière dont les tensions inévitables se résolvent dans la réalité du terrain. Dimension 0, point. Les points sont ici considérés sur une carte, c'est-à-dire qu'ils peuvent représenter des éléments de grande taille, une ville, de taille réduite ou réellement ponctuelle, voire simplement symbolique. Exemple de points marquants dans le territoire. Point de l'espace naturel, sommet ou col dans un relief, source ou embouchure d'un cours d'eau, confluence intermédiaire. Point de l'espace aménagé par l'homme,
ville ou autre agglomération de tailles diverses, points particuliers dans la ville, passages obligés, portes de ville, ponts, carrefours, monuments, services ponctuels, lieux majeurs. Fonction, être, se situer quelque part. En chinois, zai zai être, se situer quelque part, composant tu la terre, l'endroit. L'origine des points peut être locale, une ressource, agricole, minière, portuaire, une situation stratégique, possibilité de traverser un cours d'eau peuvent expliquer le développement d'une agglomération. Mais elle peut aussi résulter d'éléments d'une autre dimension, comme le croisement de deux voies. Même si ces regards sortent de la dimension 0, il semble opportun d'aborder ici la répartition des points sur une ligne, sur le plan ou dans l'espace. Répartition des points sur une ligne. Succession de sommets et de cols le long d'une ligne de crête hérissée. Succession d'embouchures d'affluents de part et d'autre du cours d'une rivière ou d'un fleuve. Succession de ponts au fil d'un cours d'eau. Succession de carrefours le long d'une voie ou de portes marquant l'enceinte d'une ville fortifiée. Situation des points par rapport aux lignes. Certains points peuvent se situer en dehors de toute ligne, d'autres en extrémité de ligne, à un croisement ou sur une section entre deux croisements. Ils peuvent aussi jouer un rôle de transition entre les deux côtés de la ligne, pont, porte de ville, carrefour, ou entre une ligne et un seul de ses côtés, carrefour en T, ou au point de rencontre de trois lignes, fourche ou plus étoiles. Répartition des points sur une surface. Sommet des Alpes, des Pyrénées ou de la région des Puys. Répartition inégale des villes selon les régions, mais plus régulière des préfectures, des monuments dans les villes, des stations de métro pour optimiser la desserte. Semis de points. Le semis de points est le plus souvent irrégulier, selon la dynamique de leur répartition et les caractéristiques de la surface support. Fonction répartir. En chinois, en paille répartir composant en paix et paille rangée. Cependant, dans certains cas, l'objectif d'un rayon d'action déterminé autour du point conduit à un semis aussi régulier que possible. Ainsi, le geste auguste du semeur, décrit par Victor Hugo. Un vieillard qui jette à poignée, la moisson future au sillon. Vise-t-il à répartir les grains à distance optimale entre chaque future tige de blé? Fonction, répartir régulièrement. En chinois, bobo semer, composant Schumann, migraine, Tian Shan. Si l'on admet qu'une station de métro dessert efficacement la ville dans un rayon de 400 mètres, 500 mètres ou plus en Chine, la répartition optimale des stations tend vers une sorte de pavage du plan par des cercles, évitant à la fois zones non desservies et superposition, ce qui n'est guère possible dans l'absolu. En France, la taille de chaque département a été établie afin qu'il soit possible de se rendre au chef-lieu en moins d'une journée de cheval depuis n'importe quel point de leur territoire, créant ainsi un semis de préfecture relativement régulier, et de même pour les communes, etc. Dans d'autres cas peuvent se manifester des effets contradictoires de regroupement ou de dispersion. Ainsi, sur une pelouse ou autre espace d'accueil, un groupe d'amis se placera rapproché, à distance de voix et de gestes, voire en contact physique pour des amoureux ou en relation mère-enfant, alors que ces groupes se disperseront aussi loin que possible les uns des autres. Fonction, se grouper, ne faire qu'un. Ou au contraire. Fonction, s'écarter. En chinois, butong pas ensemble, bui pas un pas uni. Dynamique, un mécanisme contradictoire attraction-répulsion. Répartition des points dans l'espace. Le Soleil, la Lune et les planètes, et leur rôle dans l'orientation urbaine, croisement à niveaux séparés, superposition des quais de métro dans les stations de correspondance, porte d'entrée des appartements dans un immeuble. Dimension 1, ligne. La ligne dans la nature. Les lignes naturelles peuvent relier des points de divers types. Ligne de crête entre sommets, cours d'eau entre la source et l'embouchure, ligne conventionnelle de représentation du relief, ligne de niveau et de plus grande pente. Plus généralement, il est possible de distinguer plusieurs catégories de lignes selon leur fonction. La ligne qui relie. Fonction longitudinale, relier. En chinois, lian relier composant chez véhicule et chuo marché. Ligne tracée par l'homme, voie de circulation entre deux villes, voie urbaine, section de voie entre deux carrefours. Connexion d'une ligne à d'autres lignes. Ligne isolée sans connexion à d'autres lignes, rare. Ligne connectée à une extrémité, non connectée à l'autre, impasse.
Ligne connectée aux deux extrémités sans connexion intermédiaire, barreau d'échelle. Ligne connectée aux deux extrémités avec connexions intermédiaires. La ligne qui sépare. Fonction transversale, séparer deux zones de l'espace environnant. En chinois, fen fen séparer coupé dao couteau et dao couteau, autre forme. Ligne formant limite naturelle. Rivage séparant terre et mer, cours d'eau séparant rive gauche et droite, ligne de crête séparant deux bassins versants. Limite entre deux espaces aménagés, frontière entre États, limite territoriale entre collectivités locales, limite d'une parcelle, limite de fond ou latérale avec une autre parcelle, façade d'une parcelle le long d'une voie. Digue, protège l'espace urbain ou rural contre un risque d'inondation ou limite un espace normalement inondé, rizière par exemple. La ligne qui englobe. Cas particulier, ligne bouclée refermée sur elle-même. La ligne bouclée n'a pas d'extrémité, mais souvent des points intermédiaires. Fonction longitudinale, continuité, possibilité de relier tous les points entre eux dans les deux sens et de revenir au point de départ en poursuivant le trajet. En chinois, waxing waxing forme extérieure contour. Enclosure. Appelons enclosure la situation dans laquelle une ligne fermée englobe un espace intérieur ainsi différencié de l'espace extérieur. C'est le cas de diverses situations naturelles, contour d'une île, rive d'un lac, ligne de niveau autour d'une colline. Enclosures urbaines, ville dotée d'une enceinte, limite administrative non défensive entre collectivités locales, voie circulaire, boulevard de ceinture, contour d'un îlot urbain giratoire. Fonction transversale, différencier l'intérieur et l'extérieur. En chinois weiwe accent aigu i autour, entouré. Radical coup enceinte ou bao bao enveloppé. Caractère bao un sac. Entouré, protégé. Définir un climat intérieur différent de l'extérieur. Contour formant protection ou limite, sécurité, propriété. Enceinte, paroi, haie, mur de clôture. Une enceinte peut se doubler d'un fossé défensif, mais aussi d'une voie intérieure assurant la circulation nécessaire à la défense, et d'une voie extérieure permettant le contournement et la liaison entre les portes sans pénétration dans la zone protégée. La démolition d'une enceinte fait souvent place à un boulevard, vide circulatoire substitué à un plein. Intérieur, extérieur ou substitué, le boulevard relie les points que sont les portes de ville. À l'inverse, le tracé radial des avenues relie l'intérieur à l'extérieur en changeant de caractère et souvent de nom, au passage de la porte de ville. La ligne qui dessert, qui alimente localement. Une ligne peut avoir un rapport particulier avec l'espace situé à son extrémité, comme la tige avec le fruit qu'elle porte, ou l'espace directement adjacent comme une rue avec les parcelles qu'elle dessert. Fonction desservir. En chinois, yang alimenter. La ligne qui dessert peut correspondre à une section particulière d'une ligne qui relie, une route par exemple, donnant au passage accès aux parcelles rurales de la zone traversée, ou le long de laquelle sont construites des maisons sur de plus petites parcelles. Elle peut aussi avoir été créée spécialement dans le but de desservir les espaces riverains, desserte rurale, voies de lotissement. La ligne qui s'approche sans desservir, sauf ponctuellement. D'autres lignes ont pour vocation de traverser les abords et de s'approcher sans desservir, leur tracé étant ponctué de points de desserte éloignés les uns des autres. C'est le cas des voies ferrées et des autoroutes, mais aussi de certaines voies urbaines sans accès pour les riverains. Gares, échangeurs, diffuseurs ou simples carrefours prennent alors une fonction particulière d'échange en exclusivité entre la voie et son environnement. D'autres réseaux techniques ont des caractéristiques analogues. La ligne qui pénètre sans traverser. Certains types de voies dites pénétrantes relient l'extérieur et l'intérieur. Elles peuvent alors s'y disperser dans des itinéraires locaux ou même s'y terminer, gare terminus. Impasse. Les impasses présentent une extrémité finale pouvant être considérée comme une source, origine de flux, ou un aboutissement, destination ultime. Leur nombre, déjà élevé sur le domaine public figurant sur les représentations de la voirie publique, s'augmente encore de voies privées, donnant accès en cœur d'îlot. Lorsqu'elles sont carrossables, les impasses ont en principe un espace de manœuvre pour demi-tour en extrémité. Les impasses, nombreuses en ville comme en banlieue ou en zone d'activité, apparaissent comme des poils sur le plan, avec ou sans retournement en extrémité. Forme de ligne. Ligne droite.
Ligne la plus courte reliant un point à un autre, la ligne droite présente d'autres avantages pour le tracé d'une voie. Elle permet la vue à longue distance et le contrôle visuel des traversées d'un côté à l'autre. C'est sans doute une raison majeure du tracé rectiligne des allées forestières pour la localisation du gibier. Elle permet aussi aux cavaliers de se lancer au galop avec l'assurance de ne pas rencontrer d'obstacles imprévus, branches basses, irrégularité du sol. Dans la traversée d'un territoire, elle offre les mêmes avantages de contrôle et de sécurité pour un occupant, voie romaine. Même en temps de paix, elle marque aussi la domination d'une autorité sur la nature et métaphoriquement sur la population locale, voie royale, axe de château. Tracé courbe ou brisé. Dans sa rectitude, la ligne droite peut cependant se heurter à divers obstacles qu'il est plus simple de contourner, relief, plan d'eau, ou au contraire devoir respecter des points de passage obligés, gués, ponts, portes de ville. Le tracé peut aussi se heurter à l'occupation du terrain, parcellaire agricole, construction. Le tracé courbe ou brisé qui en résulte témoigne d'une certaine soumission au site naturel ou à son occupation humaine, et donc d'un niveau plus modeste en termes de gouvernance, voire d'un autre rapport entre l'homme et la nature, écologie, taoïsme. Forme d'enclosure. L'enclosure peut revêtir diverses formes en plan, rectangulaire, voire carré, circulaire ou plus ou moins irrégulière. On appelle ici patatoïde une forme assez fréquente correspondant à un cercle déformé en fonction du contexte local. Forme de ligne. Porte en vis-à-vis ou décalée. Comme dans toute structure vivante, l'enclosure ne peut vivre sans orifice permettant les échanges entre l'intérieur et l'extérieur. Dans le cas d'une enclosure urbaine, cette fonction est assurée par les portes de ville, parfois face à face de part et d'autre de la ville, parfois reliées par une baïonnette plus ou moins complexe. L'objectif n'est pas d'entrer d'un côté pour sortir en face, mais d'accéder en ville ou en sortir. Parfois les quartiers proches d'une porte sont en relation avec les particularités du secteur géographique, situé dans cette direction du territoire. Intérieur et extérieur. Enclosure et porte de ville assurent un tri sélectif. Même s'il reste de la place à l'intérieur, certains éléments doivent rester extérieurs à la ville. Orientation d'une ligne. L'orientation générale d'une ligne peut trouver son origine dans diverses logiques et à diverses échelles. Origine locale. D'un point à un autre, suivant une ligne de niveau ou de plus grande pente. L'orientation d'une voie reliant deux villes est naturellement dépendante des coordonnées de celle-ci. Elle peut donc avoir n'importe quelle direction. En revanche, le tracé peut suivre localement les particularités du site. Contourner un relief, longer un cours d'eau ou être perpendiculaire à celui-ci. Perspective. Une ligne peut également avoir une orientation locale définie moins dans son point d'origine que dans son extrémité, si elle vise à établir une perspective en ligne droite vers un monument. Les voies correspondantes peuvent être multiples, concordantes ou non avec le contexte. Origine régionale. Comme le développement urbain lui-même, une voie suit souvent la direction générale d'une vallée. Ainsi l'axe majeur de Paris, Louvre-Concorde-Champs-Élysées-Défense, reprend la direction générale de la vallée de la Seine, dont elle longe le méandre dans Paris. L'axe de Versailles, qui lui est parallèle, suit une vallée locale inscrite dans la même direction. Le roi Soleil lui-même s'inclinait devant la nature et n'a pas cru nécessaire de s'orienter selon les astres. En revanche, les empereurs chinois, fils du ciel ou titulaires d'un mandat du ciel, se dégageaient du contexte local pour suivre en pleine une rigoureuse orientation cardinale. Orientation cardinale ou cosmique. Les axes majeurs des villes romaines suivaient approximativement la direction nord-sud pour la voie principale, Cardo, et sa perpendiculaire la direction est-ouest, Decumanus. Il en allait de même pour certaines centuriations. Ces directions sont également prescrites pour les capitales chinoises par le Cao Gongdi, et respectées avec rigueur. L'orientation cardinale se libère du contexte local, et évoque une situation de pouvoir sur la nature comme sur les hommes. Rapport entre ligne et point. Le plus souvent une ligne relie des points, ou les traverse dans son parcours. Cependant certaines lignes sont par nature difficilement compatibles avec certains types de points. C'est par exemple le cas d'une autoroute, dont le parcours s'écarte d'une ville, ou la frôle sans toutefois pénétrer, amour platonique. Dans d'autres cas la voie pénètre la ville et s'y termine, gare terminale des voies ferrées. Parfois aussi une voie traverse complètement la ville,
route nationale traversant une petite ville. Orientation et contexte local. Ligne en cohérence avec une trame quadrillée. Une ligne est souvent en cohérence avec la trame quadrillée qu'elle traverse. Ligne en diagonale d'une trame quadrillée. Une percée peut également avoir été créée en diagonale, soit pour ouvrir un nouvel itinéraire à travers la campagne, l'actuelle avenue du Maine entre la résidence parisienne du duc du Maine et son château de Sceaux, soit même à travers le tissu urbain pour relier deux points de la ville considérés comme déterminants pour l'avenir, avenue de l'Opéra entre les guichets du Louvre et le Palais Garnier contemporain de cette voie nouvelle. Dans les deux cas, la percée oblique ne peut être décidée que par la volonté d'une autorité. Le duc du Maine, fils naturel de Louis XIV, le préfet Haussmann sous Napoléon III. Ligne radiale. Au XIXe siècle, nombre de villes françaises précédemment refermées sur elles-mêmes ont opté pour l'ouverture sur l'extérieur, avec la percée de voies radiales à partir du centre vers une ou plusieurs directions importantes. Certaines percées ont relié le centre à la gare ouverte sur une voie ferrée tangente à la ville. Contemporaine du développement du chemin de fer, ces voies portent souvent le nom d'avenue de la Gare ou de la République. À l'échelle du territoire, les voies de liaison vers diverses directions apparaissent radiales par rapport à chaque ville. Ligne tangente. Dès le XVIIIe siècle ont été tracées des voies tangentes aux anciennes murailles, qui ont servi d'armature au développement ultérieur. Connue à Bordeaux sous le nom d'allée de Tourny, on en trouve aussi dans d'autres villes françaises, Toulouse, Périgueux. Périphérique. Outre les boulevards succédant aux remparts, des voies périphériques peuvent se développer en boucles concentriques autour des agglomérations au fur et à mesure de leur croissance. Itinéraire dédoublé. Dans certains cas, un même itinéraire semble se dédoubler en deux voies parallèles. C'est par exemple le cas à Paris de la rue Saint-Denis et de la rue Saint-Martin. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.